Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle session d'information. Voici tout d'abord ce que l'on peut retenir en ce jeudi 18 juin. Un métro enterré sous les habitations du quartier de la Bretonnière à Voisins-le-Bretonneux. Le projet surprise de la ligne 18 du Grand Paris est loin de faire l'unanimité. La mairie monte au créneau. Dirty Corner, l'œuvre emblématique de l'artiste Anish Kapoor, exposée à Versailles, vandalisée. De la peinture jaune a été déversée à l'intérieur. 59% des moins de 24 mois sont vaccinés. C'est loin des 80% souhaités par le gouvernement. Une campagne de sensibilisation à la vaccination va être lancée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Mais nous démarrons tout de suite en ce 18 juin par la cérémonie d'hommage à l'appel lancé un certain 18 juin 1940 par le général de Gaulle depuis Londres. Un appel à la mobilisation. Aujourd'hui, c'était donc le 75e anniversaire de cet appel. Des commémorations ont eu lieu un peu partout en France, comme ici à Bois d'Arcy, en présence du maire et des anciens combattants qui ont pour l'occasion relu l'appel de l'époque, puis observé une minute de silence. C'est très important les commémorations citoyennes, d'abord parce qu'on implique les jeunes dans nos commémorations pour transmettre le devoir de mémoire. C'est très important de ne pas oublier, et c'est très important de commémorer nos grands faits historiques et transmettre ce devoir de mémoire qui est impérieux pour pouvoir mieux préparer l'avenir et se souvenir du passé. Il avait tout compris en 18 juin 40, tout seul, condamné à mort. Il avait compris que le combat devait continuer et que rien n'était perdu et qu'il y avait toujours une lueur d'espoir et que la flamme de la résistance ne devait pas s'éteindre. Et c'est ça le caractère visionnaire du général de Gaulle. Je suis gaulliste depuis le début, alors vous savez, ça me fait quand même plaisir que ça soit fait au moins dans la ville. Ça fait plaisir de voir qu'il y avait quelqu'un qui voulait se battre pour la France, quoi. Ce mercredi matin, des agents du domaine du château de Versailles ont remarqué des jets de peinture jaune sur une des œuvres d'Anish Kapoor, jugée sexuelle par ses détracteurs. Dirty Corner, surnommé par son créateur le vagin de la reine. Un tube d'acier de 60 mètres de long avait fait polémique dès son arrivée dans les jardins du château. Certains ont considéré l'œuvre inappropriée et une pétition pour son retrait a déjà collecté plus de 11 200 signatures. L'artiste anglais d'origine indienne a réagi ce matin au vandalisme chez nos confrères du Figaro. Quelle tragédie, quelle tristesse, a-t-il dit. J'espère qu'il ne s'agit que d'un groupuscule dont la voix recouvre celle de la plupart des autres. Je trouve ce phénomène de nuisance triste, a donc dit Anish Kapoor. Le château de Versailles n'a pas souhaité apporter de commentaires. L'étude des caméras de vidéosurveillance pourrait permettre d'en savoir plus. Et que pensez-vous justement de la vandalisation de l'œuvre d'Anish Kapoor? C'est notre question du jour. Je trouve ça dommage de vandaliser des œuvres d'art, quels que soient les goûts qu'on ait en art. Il faut déjà savoir que c'est un vagin. Moi, je l'ai vu à la télé, cette sculpture. Il n'y a vraiment pas besoin de la vandaliser, parce qu'en plus, ça ressemble même pas, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Il ne faut pas vandaliser les œuvres d'art, même si ça fait polémique à cause du nom que ça porte. C'est pas bien pour l'artiste, parce qu'il n'a pas fait ça pour choquer les personnes. En plus, c'est l'artiste qui fait ça pour nous, pour qu'on puisse voir de nouvelles choses, des œuvres. Donc voilà, il faut respecter le travail des autres. C'est un acte honteux, clairement. Je trouve ça absolument pas normal. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Bordeaux. Je me rappelle dans un musée où il y a des gens qui rentraient pour taillader des œuvres. Je comprends pas ces choses-là. La culture, il faut la respecter, c'est très important. Ça fait partie du patrimoine. Et à ce titre-là, je pense que c'est un problème d'éducation, j'imagine. Des gens qui respectent pas les œuvres d'art ou qui comprennent pas la valeur que ça a. Un métro sous les habitations du quartier de la Bretonnière à Voisins-le-Bretonneux, c'est le tracé surprise de la Société du Grand Paris pour le passage de la ligne 18. À aucun moment, la ville n'a été concertée sur ce dossier et les élus montent au créneau. Explication. Ça passe sous l'école, ça passe en plein sous les habitations. Un métro enterré sous le quartier de la Bretonnière à Voisins-le-Bretonneux. La mauvaise surprise découverte il y a quelques jours par la maire UDI de la commune. Le hic, la ville n'a jamais été concertée sur cette question. Et pour cause, le tracé de la ligne 18 qui doit relier Orly à Versailles ne devait pas concerner la commune. C'est la première fois que ce tracé, apparaît. À aucun moment auparavant, Voisins n'a été impacté par le tracé du métro. Et ce nouveau tracé est sorti le 15 avril, c'est-à-dire entre les deux tours de l'élection municipale à Voisins, ce qui explique que je n'ai pas été informée à ce moment-là.
Alexandra Rossetti a rencontré cette semaine la Société du Grand Paris en charge du projet de ce métro automatique. L'élu se dit confiante quant à la modification du périmètre, en raison notamment d'un problème de qualité de sol. Une étude a été demandée dont les conclusions pourraient être connues au mois d'octobre. C'est un sol argileux, on a des maisons qui ont été renforcées par des micropieux, on dépose un dossier de catastrophe naturelle parce qu'il y a beaucoup de fissures, même notre maison de quartier est extrêmement fissurée. Donc ça semble difficile de creuser, même très profond. Alexandra Rossetti va solliciter le soutien de la CASCI et du conseil départemental. Si les discussions avec la Société du Grand Paris n'aboutissent pas, un recours est possible. Là, il y a eu un loupé et je pense même que juridiquement, c'est un petit peu limite. Et peut-être qu'ils se rendent compte aussi que je peux m'y opposer parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles. Une réunion d'information avec les habitants du quartier de la Bretonnière aura lieu fin juin. En ce début de période du Ramadan, le préfet des Yvelines a installé le CIMI, le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, une première en France. Une première réunion solennelle pour installer le CIMI, le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, une volonté de ces associations cultuelles qui fait suite à une circulaire du 11 mars du Premier ministre Manuel Valls après les dramatiques événements de janvier. Ce CIMI devrait se réunir une fois par mois et une fois par trimestre en présence du préfet. Différents thèmes pourront être abordés comme les lieux de culte, l'organisation de l'Aïd et les actions entre islam et citoyenneté. C'est un lieu bien sûr de dialogue, de concertation. Et ensuite, ça vise à modéliser une certaine manière de poser les problèmes et d'apporter les solutions les plus appropriées. Des fois, les élus locaux sont devant certaines impasses par rapport à des situations qui leur sont propres. Et donc là, le CIMI apporte sa contribution, c'est-à-dire il investit une forme de confiance, j'allais dire, qui permet de prendre des décisions qui ne sont pas simples à prendre. Comment on peut apporter des réponses dans le cadre, encore une fois, de la République et des lois et règlements en vigueur. Donc il ne s'agit pas de se substituer aux associations, mais de les accompagner, de faire en sorte que leurs projets, dès lors qu'elles ont les moyens de les réaliser, ne soient pas bloqués ou ne subissent pas d'avatar tel qu'ils ne puissent pas se réaliser. Concrètement, c'est par exemple comment résoudre la problématique posée à Guyancourt par la demande des associations d'obtenir un autre lieu de culte. Nous avons demandé aux représentants du CIMI de venir, faire une médiation entre les associations et de nous aider à construire une solution pérenne pour l'avenir. La préfecture des Yvelines a répertorié dans le département 70 lieux de culte. Ce sont autant d'associations cultuelles, dont une trentaine de mosquées. Et puis sachez que le ramadan, la période de jeûne, a démarré officiellement ce jeudi à 4 h du matin. Comme les années précédentes, un dispositif d'abattoir mobile a été mis en place sur la commune d'Elancourt. C'est d'ailleurs le seul abattoir dans le département. Allez, santé, pour continuer, le refus de soins, un défi pour les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé, un sujet tabou dont on ne parle pas facilement. Il en était question à l'occasion d'un colloque qui s'est déroulé aujourd'hui à Plaisir. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Docteur Véronique Mala, bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité ESMA, qui est l'équipe mobile du sujet âgé, rattachée à l'hôpital Charcot de Plaisir. Et Martine Bonzon, bonsoir. Vous êtes infirmière au sein de cette même unité. D'abord, première question sur une unité mobile sur le sujet âgé, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Alors l'équipe a été créée en 2013 grâce au soutien de l'hôpital Charcot à Plaisir et du réseau Santé Mentale Sud-Yvelines et grâce au soutien du Conseil Général et de l'ARS. Nous travaillons à la demande des professionnels pour pouvoir aller au domicile, évaluer les personnes les plus vulnérables. Ce sont les personnes âgées qui présentent des troubles psychiatriques. Je vais vous demander qu'est-ce qu'une personne âgée? Est-ce qu'il y a un début d'âge pour la personne âgée? C'est une question un peu délicate. Oui, mais voilà, c'est pour ça. Nous avons fixé 60 ans parce que la population des personnes que nous soignons en santé mentale est souvent à un âge plus avancé au niveau somatique. Donc, c'est important de les prendre en charge plus tôt. Quelles sont les pathologies? Alors, on pense évidemment à la santé mentale, aux personnes âgées, on pense à Alzheimer, parce qu'on en parle malheureusement beaucoup d'Alzheimer. Mais quelles sont les autres pathologies? Il n'y a pas qu'Alzheimer, loin de là.
Donc l'idée c'est d'aller vraiment au plus près de la souffrance psychique de la personne âgée qui n'accède pas aux soins facilement. Donc on va s'occuper de toute pathologie. Ça peut être la dépression avec des idées suicidaires, mais ça peut être des pathologies psychiatriques plus anciennes qui ne sont plus prises en charge. Donc c'est très vaste et très varié. Martine Bonzon, vous êtes sur le terrain avec l'équipe. D'abord, comment se fait le premier contact? Est-ce que ce sont les familles qui vous appellent? Est-ce que c'est la personne âgée qui fait appel à vous? Ou est-ce que c'est le médecin généraliste ou une coordination gérontologique? Alors, en général, ce sont les professionnels qui nous appellent. Donc ça peut être soit le médecin généraliste, soit un médecin gériatre, soit le CGL. On travaille beaucoup avec les coordinations gérontologiques locales. Soit un psychiatre libéral qui aurait besoin qu'on prenne en charge pour un temps donné à domicile des personnes. Comment vous intervenez? Est-ce que vous allez directement au domicile? Vous allez toquer à la porte des gens dès que vous avez, dès que vous savez qu'un cas est avéré, ou quand même vous prenez contact avec la personne avant pour établir un dialogue avec elle? On prend d'abord contact en fait avec tous les professionnels concernés autour de la personne âgée. On prend contact avec tous les professionnels que je viens de nommer, que ce soit d'abord le médecin généraliste, parce qu'en général c'est lui le pilier de la prise en charge, et c'est lui qui connaît bien en fait la personne âgée. Donc on s'adresse d'abord à lui pour voir un petit peu ce qu'il en pense, savoir s'il est d'accord avec le fait qu'on y aille ou pas. Et puis donc on discute beaucoup en fait déjà de cet aspect-là. Ensuite, on peut prendre contact avec les CGL pour savoir s'ils suivent cette personne. Et une fois qu'on a pris contact en fait avec la famille, on prend aussi contact avec la famille. Et après, parfois, on prend contact. Donc il y a le CGL. Et puis ensuite, on s'adresse à la personne. On va l'appeler. Soit nous, donc soit le médecin généraliste. En général, c'est quand même le médecin généraliste qui va prendre contact avec la personne âgée, qui va lui expliquer que nous allons venir, qui nous sommes et pourquoi. Et puis la personne va décider si elle accepte ou pas. Parce que c'est compliqué d'intervenir. Oui. À quel moment on peut intervenir? On peut dire, si madame, monsieur, vous n'êtes pas très bien, on intervient pour vous aider. Il y a aussi le libre choix de la personne de vouloir être aidée ou pas. Véronique Mala. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que tout ce travail en amont dont parle Martine Bonzon est très important, puisque ça va permettre de créer l'alliance et de pouvoir se mettre d'accord sur l'intervention et que la personne puisse nous recevoir, puisque c'est comme une invitation. Donc oui, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé d'aller. Qui refusent de nous voir aussi. Ouais. Tout à fait. C'est souvent ça que les gens refusent. Non, c'est très rare. En général, rare. Ils se sentent soulagés entre guillemets, que d'un seul coup on s'intéresse peut-être à eux. Oui, tout à fait. Ils sont contents qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent pour aller chez eux, vers eux, et pour comprendre ce qui se passe pour eux. Je voudrais qu'on parle d'un problème peut-être que j'ai découvert autour des personnes âgées, qui est le problème des hallucinations. Les personnes âgées sont souvent sujettes à des hallucinations. Il y a une chose qui est caractéristique oui, c'est vrai que c'est une caractéristique, et en tout cas, elles vont avoir une propension à avoir des hallucinations beaucoup plus facilement que la population générale. Donc une dépression peut tout à fait se montrer avec des symptômes hallucinatoires, ce qui n'est pas forcément le cas chez la personne plus jeune. Je voudrais aussi un mot sur la solitude. On n'évoque peut-être pas assez souvent la solitude de la personne âgée. Elles reçoivent de temps en temps un coup de fil, on vient les voir, mais souvent elles se sentent un peu seules. C'est une vraie problématique. Oui, tout à fait. C'est une surtout des quand problématiques. Elles sont veufs ou veuves. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est quand les gens, effectivement, il y a le décès du mari ou de la femme, effectivement, les patients se sentent. Il y en a qui le gèrent bien, et il y en a d'autres chez qui cette solitude entraîne un état dépressif, parce qu'ils ont l'habitude depuis 50, 60 ans de vivre avec quelqu'un. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls chez eux. Effectivement, cette solitude peut être très lourde à porter. Il faut dire quand même qu'aujourd'hui, dans notre société, les personnes âgées sont quand même très seules. Oui, plus seules qu'avant, parce que le noyau familial s'est un peu plus éclaté. Donc c'est peut-être des vieux poncifs de dire ça. Non, c'est un peu ça. Okay. Quel conseil justement on peut donner aux familles qui, elles, sont proches de personnes âgées ou habitent en province ou ne les voient pas souvent? Comment on peut réagir? Quels sont les signaux d'alerte sur une personne âgée qui aurait des petits troubles psychologiques ou psychiatriques, une perte d'appétit, par exemple? Tout ce qui change de l'habitude, en tout cas, peut être un signe d'alerte. Et il faut surtout que les familles n'hésitent pas à appeler le médecin traitant, à accompagner la personne en consultation pour discuter et évoquer leurs inquiétudes.
Il y a une première réunion, je l'ai dit, qui a eu lieu, une première rencontre qui a eu lieu aujourd'hui à Plaisir avec tous les établissements d'Île-de-France autour de cette problématique du refus des soins. C'est important comme ça de vous rencontrer entre vous, entre établissements franciliens, pour échanger les bonnes pratiques. Alors, c'est vrai que c'était important parce qu'il y a de nombreuses équipes mobiles psychiatriques du sujet âgé en Île-de-France. On a repéré qu'on fonctionnait très différemment et ça nous a semblé évident de pouvoir se rencontrer, faire connaissance et surtout échanger sur nos pratiques. Justement, est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des pratiques différentes que vous avez observées, qui pourraient être intéressantes à mettre en place ? Oui, nous avons des pratiques différentes entre notre manière, par exemple, ce qu'on a pu observer aujourd'hui, c'est par exemple au niveau de la temporalité. Les temporalités entre les différentes équipes qui étaient présentes sont différentes. Nous, on peut temporalité, c'est-à-dire le temps de, alors soit le temps le temps de réaction que l'on met pour aller visiter la personne, et peut-être plus ou moins longue en fonction des équipes. Il y en a qui réagissent qui réagissent dans les 24 heures, dans les 70 heures, 72 heures, et nous, ça peut mettre une semaine. Ça dépend de beaucoup de choses. Vous réagissez plutôt en une semaine ? Ça peut être plus rapide, ça dépend d'intervenir rapidement, de nos disponibilités. Mais on n'est pas une équipe d'urgence, par contre. L'équipe d'urgence et le groupe Eric. Alors que d'autres équipes peuvent être des équipes d'urgence, du coup, il y a la cellule Eric, effectivement, qui dépend de l'hôpital Charcot. Vous êtes combien au sein de votre unité mobile ? Je ne vous ai pas demandé. Et qui la compose ? Donc il y a 3 infirmières et puis un temps médical, composé de 2 médecins. D'accord. Et donc un dernier point, le bilan sur cette journée, positif ? Très positif. Vous êtes contente en tout cas, ça a permis de voir que le consensus, c'est qu'on est tous ensemble à prendre soin d'eux et qu'on est attentif au respect, la liberté, la contrainte. Toutes ces questions-là autour du refus de soins ont été abordées. Et voilà, c'est important qu'on puisse repérer qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés finalement. Et puis avoir l'œil ouvert. Faire bien attention à nos personnes âgées. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau du journal. Nous allons rester dans le domaine de la santé, mais la santé des tout-petits, puisqu'on va parler vaccination. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines rappelle l'importance donc de la vaccination des bébés, une vaccination qui doit être faite à temps pour être efficace. C'est le message de leur campagne de prévention qui sera lancée dès la rentrée. Yolène Torres pour les explications. Pour protéger votre enfant, vaccinez-le à temps. C'est le message de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. La vaccination petite enfance comme véritable enjeu de santé publique. À la rentrée, l'organisme lancera une campagne sur l'ensemble du département où la situation est plutôt contrastée. On peut dire qu'elle est globalement assez comparable au niveau national, mais par contre, nous sommes assez nettement en retrait par rapport aux recommandations du calendrier vaccinal. C'est-à-dire que les enfants sont vaccinés, mais ils sont vaccinés souvent avec retard. À titre d'exemple, 59% des moins de 24 mois sont à jour de leur vaccin hépatite B, loin des 80% souhaités par l'État. Un retard qui s'explique peut-être par la méconnaissance de certains parents du calendrier vaccinal. Au cours de ces 2 premières années, un enfant est beaucoup plus vulnérable à certaines maladies, telles que la rougeole ou la coqueluche. Aujourd'hui, on recommande de débuter la vaccination à l'âge de 2 mois avec un vaccin hexavalent qui comprend la diphtérie, le tétanos, le poliomyélite, hémophilus, qui sont un agent de méningite, coqueluche et hépatite B. Et le même jour, on pratique dans l'autre cuisse du bébé le vaccin contre le pneumocoque, qui est un agent infectieux qui donne des méningites sévères chez le tout petit. On commence à l'âge de 2 mois, on fait la 2e dose à l'âge de 4 mois et un rappel à 11 mois. Autre raison possible de la situation contrastée dans les Yvelines, la réticence des parents. Certains sont inquiets et se demandent par exemple si le système immunitaire de leur enfant est assez mature pour pouvoir répondre au vaccin. Je leur explique que le système immunitaire de leur enfant est stimulé de manière extrêmement précoce par de nombreux virus, bactéries qui sont dans l'air, sur la peau du bébé, dans ses intestins, et que le vaccin représente une toute petite stimulation immunitaire qui va être extrêmement bien tolérée par le vaccin. La campagne de prévention pour la vaccination des tout-petits se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2015. Elle sera relayée par les médecins et pharmaciens, tandis que les parents seront sensibilisés par courrier ou SMS. Et nous poursuivons ce journal avec le 16e championnat intercollège de matchs d'improvisation réalisé par la compagnie Déclic Théâtre. Les finales se sont déroulées à la Meurise de Trappes. 4 collèges étaient concernés. Collège Courbet et le village à Trappes, Alexandre Dumas à Maurepas et Albert Einstein à Manille-les-Hameaux. Du moment qu'elle passe sur le gris, c'est bon. Tu la manges doucement, avec tendresse. Tiens-moi là, je t'aime. Sinon, cannibale. Allez, on va. Ainsi, Zoltan finit par avoir la paix dans son village.
C'est toujours une réussite, effectivement. C'est lié d'une part aux partenaires qui nous aident depuis de très nombreuses années. C'est lié aussi à l'activité des collègues, donc qu'enseignants, qui font un boulot énorme. Et puis c'est lié aussi à Déclic Théâtre. Je suis fier de pouvoir le dire là. Un championnat avec une formule qui a fait ses preuves. Avant de passer dans la patinoire, les jeunes de 4 collèges de l'agglomération découvrent les thèmes imposés par l'arbitre. Un arbitre exigeant qui distribue bons et mauvais points. Le public est lui invité à voter pour choisir la meilleure prestation. Les collégiens ont été bien formés par leur coach. C'était assez stressé, mais du coup on a privilégié le fait que c'était une rencontre plus qu'une finale, plus qu'un match. Et du coup ils se sont détendus au fur et à mesure, ils ont réussi à créer le partage dans les improvisations, dans l'imaginaire. Et du coup voilà, ils ont su montrer leur talent dans la patinoire avec les autres et pas contre les autres. En finale, le collège Le Village l'emporte face à l'équipe d'Albert Einstein de Manille-les-Hameaux. Des étoiles ont aussi récompensé les meilleurs joueurs de manière individuelle. Ça s'est très bien passé, on a joué malgré des petites tensions parce que voilà, avant tout c'est du spectacle, il y a du monde, 300 personnes, un peu le track et tout ça, mais sinon globalement ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu vas retenir toi? Qu'est-ce que tu vas retenir de cette finale? À part la victoire. La victoire. C'était génial, on peut décider de ne pas avoir gagné, mais c'était quand même bien d'être arrivé deuxième. Alors qu'est-ce que tu retiendras de cette soirée? Il y avait des belles improvisations quand même. Oui, il y avait des très belles improvisations et on avait des très bons adversaires en face, donc je suis pas étonnée qu'ils aient gagné. Mais j'espère qu'on gagnera l'année prochaine. Donc toi c'est déjà l'année prochaine, un rendez-vous en 2016. Ouais, c'est ça. Et c'est Benoît Hamon, le député socialiste de la 11e circonscription de Trappes, qui a remis le premier prix à l'équipe gagnante. Ce qui s'est construit et imaginé à Trappes il y a maintenant, c'est le 16e championnat intercollège, va être déployé dans l'éducation nationale dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires chez les tout-petits, donc en primaire, ce qui montre qu'on a compris qu'avec ce genre de prestations-là, il y a des gamins qui pouvaient avoir des difficultés dans les cours classiques, qui déverrouillaient des choses par le théâtre, par l'improvisation. Une soirée aussi bien technique que divertissante sur fond de reprises musicales et d'éclats de rire. C'est qu'on vient avec quoi? C'est qu'on vient avec quoi? L'azote, madame. Du gaz. Et fourchette. Et puis encore bravo à l'équipe du Collège Le Village qui a remporté donc ce championnat, un championnat qu'on pourra retrouver dans son intégralité sur notre antenne dès cet été. Et puis nous terminons ce journal par une exposition, celle de Rémi Maillard à Rambouillet. Le Palais du Roi de Rome consacre donc une exposition à l'art de la laque, un savoir-faire ancestral qui devient de plus en plus rare. Spécialiste de la laque de Chine depuis 35 ans et ancien styliste pour de grands noms de la mode, Rémi Maillard expose ses peintures et sculptures au Palais du Roi de Rome à Rambouillet. Mes décors ont évolué par rapport à la haute couture. Bien sûr qu'on ressent des réminiscences, hein. Les kimonos en sont l'expression. J'aimais beaucoup les étoffes, j'aimais beaucoup la soie, mais lorsque j'ai découvert la laque, c'est à travers la laque que je me suis exprimé. Une grande créativité qui fait voyager les visiteurs dans une technique ancestrale issue de métiers existants en Chine et au Japon depuis des millénaires. Ses procédés et son art ont beaucoup évolué. En ce qui concerne donc les bases ou les supports qui sont utilisés dans la laque, traditionnellement c'est surtout le bois qui est préféré chez les laqueurs, hein. C'est un matériau qu'on peut transformer, que l'on peut sculpter, que l'on peut façonner. J'utilise aussi, c'est de la fibre de verre depuis quelques années, parce que la fibre de verre, pourquoi? Parce qu'elle est très légère. Rémi Maillard incruste dans ses œuvres, entre autres, des coquilles d'œufs, de caille et de la nacre. Un espace didactique montre par le biais de vidéos comment ces œuvres sont exécutées, des créations contemporaines et sensuelles, mais aussi spirituelles et symboliques. J'utilise beaucoup la symbolique dans mes œuvres et elle essaye surtout, c'est d'élever, de sortir de la matière le regardant.
hein. Ce ne sont pas des œuvres posées, c'est une exposition qui a été construite. Au fil de l'exposition, l'artiste a voulu créer un sentiment d'ascension vers la lumière avec les escaliers. Les œuvres passent ainsi du plus sombre au plus clair, un travail ardu et minutieux auquel l'artiste a consacré 5 années avant de pouvoir présenter son savoir-faire, à découvrir jusqu'au 30 août. Voilà, montage signé Xavier Jalin. Cette édition est maintenant terminée. Merci de votre attention. Rendez-vous de l'information locale demain à 18h. Le journal sera présenté par Wilfried Richy. Bonne soirée.